Bon matin tout le monde! Bon matin! On est excités ce matin. Ça a commencé? Oui, Ouais, ça a commencé. Ça devrait. Oui! Oui! OK, on est je suis super excitée ce matin parce qu'on va parler de marche, Yes! qui est une activité des fois de pépère, qu'on a l'impression. Ben, on voit pas ça comme un sport, mettons. Non, vraiment pas. Mais nous, c'est devenu notre façon de se... C'est notre mode de locomotion préféré en ce moment. Oui, puis c'est une de nos activités physiques préférées aussi, je pense. Là. Puis en fait, Marc-Claude était tellement excité d'en parler ce matin que c'est pour ça qu'on commence 15 minutes plus tard que d'habitude, parce qu'il y a vraiment beaucoup de notes aujourd'hui. Ben, c'est des notes. En fait, c'est des photos. Puis j'ai l'habitude tu sais, quand j'ai toujours comme plein de monde, mon cellulaire avec moi, souvent. Puis quand je vois des choses que j'aime, je vais les prendre en photo puis je vais les archiver dans ma tête. Parce que je me dis, plus tard, ça va peut-être être intéressant. Puis là, justement, je repassais à travers plein de dossiers de photos pour illustrer des moments de marche qu'on a vécu nous, on a vraiment aimé. Puis c'est ça qu'on veut vous partager aujourd'hui, en fait, c'est que la marche, c'est pas juste marcher pour se déplacer. C'est là quand on marche, il y a plein d'autres choses, activités qu'on accomplit, plein d'autres moments qu'on vit en même temps qu'on marche. Puis il y a des choses qu'on peut faire quand on marche, qu'on peut pas faire dans d'autres moyens de transport. C'est vrai ça. Exactement. Puis, ouais, c'est ça. Mais globalement, pourquoi la marche c'est important? On va pas expliquer aujourd'hui comment marcher. Là. On a déjà parlé de... C'est drôle à dire. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a des bonnes façons de marcher. Ah ouais. On a déjà parlé des souliers minimalistes avec une semelle mince. Pourquoi ça nous intéresse? Qu'est-ce qu'on utilise en ce moment? J'ai encore sur ma liste des livres comme le livre de Esther Goclé, où elle a un chapitre sur une façon différente de marcher que je veux encore explorer. Apprendre à marcher avec des choses sur ma tête, qui apparemment, il faut que je valide, là, mais qui serait une manière de transporter des choses super efficaces, encore peut-être plus efficaces qu'un sac à dos qu'on a. Fait en tout cas, ça plein de choses qui m'intriguent comme d'habitude que je veux explorer. Mais c'est ça. Mais si vous êtes intéressé de vraiment, tu sais, si vous n'êtes pas convaincu que la marche est une activité comme intéressante pour être en forme puis en santé, on vous invite à lire le livre de Denis Fortier qui s'appelle « Lève-toi et marche ». Toi aussi, tu l'as lu? Je sais pas si tu l'as lu. Oui, ben les deux, on l'a lu, qui est sorti en 2018. Je pense qu'on l'a vérifié hier. Puis vraiment intéressant. Puis c'est plus rare qu'on parle de livres d'auteurs québécois. Parce que, pour plein de raisons. Ça a donné une main. Ça donne comme ça. Donc, quand on trouve un expert québécois, si on veut, qui clique vraiment avec notre vision de voir les choses, ben on saute un peu dessus puis on aime ça en parler. Super cool comme livre, vraiment imagé. Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. La grosse partie du livre, en fait, c'est d'expliquer les bienfaits de la marche parce que c'est, comme beaucoup de types de mouvements, je pense que c'est une activité qui est vraiment sous-estimée. Quand on pense à du transport actif, on pense beaucoup au vélo, par exemple. Au vélo, oui. On pense beaucoup, quand on pense à l'activité physique, à des activités intenses qui nous font suer, qui nous font des belles musculatures, des abdominaux, etc., etc. Puis avec Renard, avec les années, si vous nous suivez, on en a parlé tellement de fois, mais c'est de montrer que les petits mouvements comptent. Puis que de bouger intensément, c'est une forme de mouvement, mais c'est pas tout ce qu'on a besoin pour être en santé. Puis des mouvements doux, de longue durée, comme la marche, jour après jour après jour, ça fait vraiment, vraiment du bien pour plein de raisons. Fait qu'on ne rentrera pas non plus dans ces raisons-là, mais tu sais, il y a des liens avec certaines maladies chroniques, qui est bien expliqué dans le livre. Il explique aussi le lien entre l'importance entre la santé de nos muscles puis de nos os. Puis, en tout cas, c'est super intéressant. C'est très complexe, si on veut, comme sujet. On peut aller très creux dans l'impact de la marche sur notre corps, notre biologie et des choses comme ça. Mais plus holistiquement, si on veut, on trouve qu'il y a une place. La marche a une place importante, en fait, puis dans l'histoire de l'homme. Depuis vraiment longtemps, là, c'est probablement, à mes yeux, l'activité la plus humaine qui existe, c'est de marcher. Mais c'est à mes yeux. Tu sais, pour nous, un vélo, c'est rendu tout à fait normal comme façon de se déplacer, mais c'est bizarre de penser que, comme avant, la façon de se déplacer, c'est de nos deux jambes. Puis maintenant, on a toutes sortes de modes de transport. Comme tu dis, qui ont des avantages différents puis qui nous font voir la vie différemment. L'expérience d'être dans une voiture versus être dans un vélo, c'est pas la même chose. Puis j'ai réalisé qu'être en vélo ou être à pied, c'est pas la même chose. Même si dans ma tête, t'es dehors puis t'es libre, etc., etc.
Le contexte est presque identique. Mais... on va pas juste parce qu'en vélo, ça va plus vite. J'ai remarqué ça. Avant, j'étais en vélo tout le temps, sauf en hiver. C'était, pour moi, le mode de transport le plus efficace. Aucune perte de temps. T'embarques sur ton vélo, tu te sens libre. Tu sais, t'es rarement en retard. C'est comme de la marche optimisée. Dans le sens où tu perds pas une seconde, puis rapidement, tu peux faire point A, point B. Puis, mais j'ai réalisé qu'en vélo, il y a un niveau de danger, surtout en ville. On entend tous des histoires d'accidents. C'est une activité avec un risque de mortalité. Fait qu'il faut être alerte pour soi puis pour les autres. Tu sais, je me suis déjà fait, comme piéton, je me suis déjà fait rentrer dedans en vélo par quelqu'un qui faisait pas son stop. Puis tu sais, j'ai eu mal, là. Faut comme, plus on va vite, plus il faut être attentif, en fait. Puis le vélo, justement, le fait qu'on est toujours alerte à son environnement, qu'on a toujours une oreille sur... Parce que je me rends compte que l'ouïe, c'est un des sens super importants avec, tu sais, même autant que la vue, là, sur comprendre les distances des voitures, comprendre ce qui se passe. Puis ce niveau d'alerte-là fait que, premièrement, je pense que c'est illégal même d'écouter des choses avec des écouteurs en vélo. Justement parce qu'il faut rester alerte. Ben, on s'est rendu compte qu'en marchant, il y a un niveau de calme qui est là, puis on peut parler à deux aussi, tu sais, puis sur les pistes cyclables, c'est pas, tu sais, on est mieux de rouler à la queue leu-leu, tu sais, c'est plate quand on est côte à côte si on bloque d'autres personnes, fait qu'à moins qu'on roule dans des rues full tranquilles ou sur des routes de campagne, tu sais, comme, on peut pas nécessairement être côte à côte tout le temps puis avoir des conversations super réfléchies. Tandis que là, nous, on s'est rendu compte que marcher, comme on marche tous les matins maintenant, puis ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à la tête parce que c'est lent, puis on peut parler. Oui, ça commence la journée avec de l'activité physique, mais pas trop raide. Parce que je me souviens que quand je m'entraînais tôt le matin, on parle de comme 6 heures le matin, j'allais m'entraîner, puis c'était plus intense. Je me sentais pas si bien après, j'étais plus groggy, puis on dirait que c'était trop sec. C'était pas assez graduel. Oui, tandis que là, de commencer, on se lève le matin, on prend un café, puis on va marcher. On dirait que le corps se réveille plus tranquillement, puis la stimulation est plus douce, mais là quand même, tu sais. Puis, comme Marc-Claude disait, on commence nos journées en marchant. Puis moi, je sens l'impact sur mon cerveau, en fait, carrément. Là, le sang commence à circuler, puis tu sais, on n'est pas essoufflé, mais notre corps se réveille, tu sais, avec cette activité-là. Puis quand on revient à l'appart après, on devrait tout de suite commencer à travailler, tu sais, parce que notre cerveau est là. Tu sais. Puis au début, tu sais, comme toute habitude, c'est ça qui est intéressant, là, c'est que au début, ça m'enchantait pas l'idée de marcher tous les matins. Tu sais, il y a des routines des fois qu'on aime qui nous font du bien, puis des fois, le mot routine, on sent que c'est oppressant, t'es comme, là, je suis pognée, il faut que je le fasse, faut que je le fasse. Puis on a traversé cette phase-là où on se disait, faut le faire. Puis là, maintenant, c'est rendu, on a hâte à la marche du lendemain. Puis, tu sais, on se rappelle, quand on commençait, là, je pense que notre objectif, c'était, quitte à juste sortir dehors, puis faire un tour du bloc. Là. Que ça prenne, je pense que c'était 5 ou 10 minutes max qu'on s'était mis comme objectif de marche matinale. C'était de développer l'habitude. Tu sais. Exactement. Puis là, c'est ça l'affaire, c'est que quand on commence avec des petits mouvements, si on en fait un, ça donne envie, comme le fait de partir la machine. Là. Nous, on appelle ça comme briser l'inertie, puis après créer du momentum. Un petit mouvement, ça nous encourage à aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Puis maintenant, je pense qu'on marche une demi-heure le matin sans trop s'en rendre compte. Des fois, c'est plus court parce qu'on veut rentrer à la maison, puis on Des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus court. Plus long. Mais on fait toujours ce premier pas-là qui est de sortir dehors. Commencer à marcher. Tu sais. Puis je pense que ça nous a amené plein de bénéfices qu'on n'aurait pas pensé. Parce que justement, cette lenteur-là, cette capacité d'observation de notre environnement nous fait voir des choses qu'on n'a pas le temps de voir en vélo. Puis, en voiture. C'est ça, on compare beaucoup au vélo, parce que c'est peut-être une activité qui est proche, mais qu'il y a quand même un beau contraste. Puis le but, c'est pas de démoniser les vélos. Là. Je veux dire, on en a des vélos, puis il n'y a rien de mal à se promener en vélo. Mais on pourrait aussi comparer en fait à la voiture. Mais c'est juste moins proche comme activité, fait que les différences sont moins marquées, on dirait. C'est plus des extrêmes. C'est vrai. Puis nous, on a commencé à marcher, en fait, on en a parlé quelques fois, mais c'est parce qu'en 2018, on a eu la mononucléose les deux. Je commençais à aller mieux, lui, il l'a attrapé.
Puis faire du vélo, pour moi, c'était trop forçant. Comme, c'était... Je sais pas si il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà eu la mononucléose, mais c'est comme bizarre parce que t'es pas somnolent. Moi, je pensais que c'était de la somnolence. La mononucléose, c'est comme tu t'endormais tout le temps. Mais c'est plus, on dirait que ta tank est vide. Genre, puis là, t'es assis, puis t'as l'impression que, justement, faire du vélo, même pour pédaler super lentement, c'est trop un gros effort. C'est difficile d'expliquer comment... Ben, c'est comme si tu venais de faire une grosse activité sportive, mais constamment. Tu sais, comment tu te sens après, t'es genre, on dirait que tu veux juste t'asseoir, mais tu vas pas t'endormir, mais tu es juste vidé de toute énergie. C'est un peu ça. Puis nous, à ce moment-là, c'est là que la marche, c'est devenu notre moyen de transport alternatif. Parce qu'à maintenant, on était obligé de sortir de la maison puis de se nourrir. Puis, on était obligé de se nourrir. C'est ça, c'est comme la marche, c'est devenu, genre, c'est redevenu la base de ce que c'était initialement, là. Marcher pour se rendre quelque part, pour se protéger ou s'alimenter, etc., etc. Fait que c'est comme si la mononucléose, pour nous, ça a tout enlevé. Ça a tout épuré, puis on est revenu à l'essentiel des choses. Puis finalement, c'est ça, on a commencé à marcher, puis on n'a juste jamais arrêté parce qu'on aimait trop ça. Ouais. Puis c'est là, comme Marc-Claude disait, qu'on s'est mis à remarquer plein de choses que la marche amène, mais j'avais pris le temps. En fait, c'est qu'on a tellement marché dans les 2 dernières années que ça prenait tout ce temps-là pour découvrir ces choses-là. Puis c'est un peu de ça qu'on veut parler ce matin aussi, de nos découvertes. Parce que dans les 6 derniers mois, je sais pas ça fait combien de temps le confinement, là, mais non, pas 6 mois, mais en tout cas, dans les derniers mois, je veux dire, notre gym est fermé, plein de centres de sport sont fermés, plein de choses qu'on ne peut plus faire. Sûrement pour vous, c'est un peu similaire. On change un peu nos habitudes, puis là, on marchait encore plus qu'avant. Fait que là, ça va faire comme 2 ans qu'on marche, puis il y a encore des choses qu'on marque dans notre même quadrilatère, parce qu'on fait souvent le même carré. Puis on est comme, j'avais jamais remarqué ce bâtiment-là. Cette plante-là, ce bâtiment-là, ce commerce-là, des fois, c'est comme, quoi, il y a un commerce sur cette rue-là qui est comme ça? Puis des fois, quand on change le chemin, juste de ne plus voir les choses dans le même ordre, ça nous fait voir les choses aussi différemment. Quand tu arrives d'un autre, parce que tu es tellement habitué les repères sont tout le temps les mêmes, fait que de briser la routine puis de marcher à l'envers aussi, ça nous fait découvrir des choses. Ça nous fait découvrir notre quartier aussi, là, de dire comme, tu sais, d'aller dans les petites rues puis des trucs comme ça, si quelqu'un, tu sais, ça peut être super stupide, là, mais si quelqu'un dans ma famille veut venir se parquer dans notre quartier, ben, j'ai marché toutes les rues et les ruelles autour. Fait que, tu sais, je peux plus l'aider que si j'avais jamais fait ça, que je connaissais pas mon quartier. Ou si quelqu'un me dit, y a-tu un commerce de ça? C'est quoi les barbiers dans ton coin? Ben, je sais carrément quasiment leurs adresses dans un rayon d'1 kilomètre. Là. Puis c'est le fun d'avoir ce sentiment-là d'appartenance à un lieu par la marche. Puis c'est ça, fait que, tu sais, la marche, il y a des bienfaits, comme on disait, biomécaniques, il y a des bienfaits sur la santé, dont Denis Fortier explique très bien. Aujourd'hui, en fait, on va parler des bienfaits comme émotionnels ou spirituels ou d'apporter du sens à la marche, là, dans le sens qu'il y a des gens qui sont comme, c'est tellement lent. Je perds mon temps quand je marche. Moi, c'était clairement ma vision avant. Marc-Claude, l'optimisatrice. C'est pour ça que quand j'ai découvert le vélo, je capotais puis je comprenais pas que tous les humains faisaient pas du vélo parce que je me disais, c'est plus efficace la voiture en ville. C'est réellement plus rapide. C'est comme, pour des courtes distances, c'est plus rapide que la voiture parce que tu n'as pas besoin de... Ton vélo, tu peux l'accrocher n'importe où. Tu peux prendre des petites routes puis pas être dans le trafic. Fait en tout cas. Fait que là, genre, c'est dur. Moi, j'ai de la misère à croire que des fois, je vais marcher 1h30 pour aller au centre-vélo au lieu de prendre un vélo 15 minutes. Ouais. C'est comme... C'est plus les mêmes critères de choix de qu'est-ce qui est une activité intéressante. Puis je pense que quand on flippe ça, qu'on voit plus l'activité physique juste pour brûler des calories puis se faire du muscle, je pense que c'est là qu'on a une réelle appréciation d'activité plus lente puis de tout ce que ça peut apporter. Juste une mention d'un concept, moi, qui m'avait beaucoup éclairé. C'était le concept d'athlète sédentaire. Je ne me rappelle plus c'est quoi l'expression en anglais. C'est comme sedentary active people. En tout cas, c'est qu'on pense que, tu sais, on parle beaucoup de la sédentarité dans la société, là, en santé publique, là, de dire les peuples occidentaux à l'ère industrielle sont de plus en plus sédentaires. Mais on se rend compte que d'être sédentaire puis d'être actif, c'est pas sur la même trame. Je sais pas comment l'expliquer, mais ils se sont rendus compte en faisant des études que
on peut faire de l'activité physique vraiment intense pendant 1 heure, ce qui nous fait considérer comme, on est actif, on a bougé. Selon les stats, quantitativement. Si tu atteins le minimum, mettons, il faut que tu bouges 60 minutes par jour à intensité moyenne à élever, whatever. Si on le fait, mais qu'on est sédentaire, assis, les 20 autres heures ou les 18 autres heures, maintenant qu'on n'est pas en train de dormir, je me trompe même quelques... En tout cas, ben on est quand même sédentaire, puis on a quand même des effets nocifs de ce style de vie-là. Fait qu'ils se rendent compte, en fait, que c'est bénéfique de bouger tout au long de la journée. Parce qu'en ce moment, nos vies ressemblent à une ligne droite à peu près. Fait que les gens supra-sédentaires, c'est comme une ligne droite, on est tout le temps assis. Puis les gens qui vont au gym, comme nous, mettons, on allait au gym en après-midi, fait que là, ta matinée est camp, puis à un moment donné, pow, ça explose, tu fais un peu d'activité, puis là, ça retombe à 0. À peu près. C'est bien, mais il y a une différence versus une vie où la ligne est plus une ondulation ou comme à travers, tout au long de la journée, en fait, il y a des petits mouvements, on s'assied, on se lève, on va prendre des marches, on transporte des charges, des affaires comme ça. Puis ce concept-là d'athlète sédentaire ou du lien entre l'activité et la sédentarité, Denis, comme c'était mon nom. Denis Boy. Denis, il en parle dans son livre. Puis ça, c'est quand même intéressant de flipper aussi notre perspective. De dire que c'est vrai que la tendance du moment, c'est un peu de séparer l'activité physique, le mouvement de notre quotidien, puis dire comme, j'ai cette plage horaire-là où je bouge. Le reste du temps, j'ai pas besoin parce que cette plage horaire-là me permet d'atteindre les objectifs pour être en santé. Mais c'est qualitativement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis brûler des calories, ça t'indique pas quel genre de mouvement tu fais, quel genre de mouvement tu es capable de faire, c'est quoi l'étendue des mouvements. Tu sais, je sais pas trop comment le dire, mais tu sais, je peux sauter sur place pendant une demi-heure puis brûler des calories, mais est-ce que ça me permet de mieux squatter ou comme... Est-ce que ça me permet de mieux transporter mes sacs d'épicerie? Est-ce que ma posture est meilleure? Pas nécessairement. Tu sais, fait que c'est plus... Nous, c'est ça qu'on vient explorer, c'est l'étendue des petits mouvements puis des mouvements humains, si on veut, du quotidien qui nous permettent de vivre, en fait, simplement. Exactement. Ouais. De réintégrer du mouvement dans différents moments de nos journées. Voilà. Puis... Ben, je vois aussi, là, je vois un mot dans tes notes, le principe de stacking. Je ne sais pas si tu veux en parler là, mais je trouve que ça rejoint un peu ce que tu disais de quand on compare, mettons, la voiture ou le vélo à la marche, c'est vraiment plus difficile de faire plusieurs choses à travers le vélo, dans le sens où c'est rapide, point A, point B, puis c'est pour te déplacer. Tu sais. Mais en auto, on peut écouter des podcasts, mettons, ce qui est quand même cool aussi. Oui. Mais ce qu'on a remarqué avec la marche, c'est qu'on peut transporter des choses, fait qu'on peut stacker ça, on peut... Tu sais, le principe de stacker des choses, c'est au lieu de dire, OK, je vais bouger pendant une demi-heure, après ça, je vais lire un livre pendant une demi-heure, après ça, je vais avoir une discussion avec quelqu'un pendant une demi-heure, après ça, je vais prendre du soleil pendant une demi-heure. Mais tu sais, comme, là, déjà, juste marcher, tu dis, je peux marcher avec quelqu'un au soleil. Puis, en jasant, d'un livre intéressant. Puis stacker des choses au lieu d'essayer de trouver des plages horaires pour ces choses-là, tu sais. C'est ça, le stacking, c'est aussi un concept amené par Cathy Bowman, puis elle explique dans son livre Movement Matters qu'on a cette vision-là beaucoup du multitasking qui a été démontré qu'il n'est pas nécessairement une façon efficace de gérer son temps ou son énergie, mais le multitasking, la vision, c'est de faire plusieurs choses en même temps. Mais il y a, ce qu'elle avait amené comme le concept de stacking, c'est de dire c'est comme une activité, mais qui permet d'accomplir plusieurs choses en même temps. Fait que c'est pas nécessairement de partir faire de la vaisselle en switchant comme ta laveuse, en corrigeant les devoirs de ton neveu, en l'écoutant. Tu sais, c'est pas d'essayer de tout faire dans un moment, mais c'est de dire le même moment, mettons comme faire de la cueillette. Elle donne l'exemple de faire de la cueillette en famille. C'est 1h30. Mais dans cette 1h30-là, elle a réussi à obtenir de la nourriture. Elle a passé un moment en famille. Elle a pris du soleil. Elle a bougé dehors. Tu sais, il y a comme plein... Respirer de l'air frais, comme... Ouais. Exactement. Puis pour nous, la marche, c'est ça souvent. Ça permet vraiment de stacker beaucoup de choses. Ouais. Fait que tu sais, il y a des gens qui vont dire, ben là, je vais pas marcher pour me déplacer, c'est vraiment pas efficace. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, on s'en va où? Au début, j'avais de la misère à sortir pour marcher. Si c'était juste tourner en rond, il fallait que j'aille une quête.
Fallait qu'on se rende quelque part. Puis tu le savais, il y a des jours où je suis démotivée, puis t'es comme, OK, on va te trouver une quête, Marc-Claude. On va aller acheter de la pâte à dents. Mais t'es moins comme ça maintenant. Mais au début, quand on essayait d'avoir l'habitude, c'était difficile de ne pas avoir un objectif clair et atteignable et défini. Fallait qu'on se rende quelque part puis qu'on vienne. Puis je me dis, en cours de route, si on découvre des petites boutiques, on va rentrer, puis tout. Mais j'aimais pas partir en disant, on va marcher. Puis on sait pas où on va, puis on sait pas quand on vient. Comme, je sais pas. Moi, j'aime pas ça. Mais maintenant, c'est mieux. Maintenant, l'objectif, c'est de marcher, puis c'est pas tant juste le déplacement. C'est pas d'aller quelque part, c'est juste marcher. Parce que avec nos expériences de marche, on a remarqué que on a compris, en fait, que c'est, satisfaisant en soi comme activité. Pas besoin d'être un moyen, mais ça peut être juste une activité. Est-ce que on peut parler des idées? Oui, on peut parler des idées. Parce qu'il y en a. Puis, on a présenté des idées dans un contexte urbain parce que c'est là qu'on vit en ce moment. C'est là qu'on a le plus d'exemples. On a le plus d'expérience. On est des enfants de la banlieue. Là, on a grandi en banlieue. Qui nous a offert un autre type d'expérience. Jouer dans la rue, c'était un petit peu plus facile que là, que nous, sur nos passants de fête. Fait que dès qu'on va parler de la marche en banlieue ou de la marche en campagne, c'est différent. On ne parle pas, par exemple, aujourd'hui de la marche en tant que randonnée en forêt. Là, on parle vraiment de façon comme inusitée pour nous qu'on a commencé à apprécier encore plus marcher. Puis c'est un contexte urbain. Fait que si vous avez des idées, des suggestions sur comment vous bougez dans votre contexte, peu importe le contexte, envoyez-nous vos idées. On est toujours content de les découvrir. Yes! Puis si vous allez sur renard.ca/live, le premier live qui est en haut, ça va être celui qu'on est en train de faire, puis les notes sont là. Vous allez pouvoir, en fait, voir les photos qu'on montre à l'écran. Yes. Voilà. On va y aller. Ta-ta-da! Là, je vais juste vérifier que le son... Ouais, OK, le son marche. Le son marche encore? Ouf! Ouais. OK. Donc, idée numéro 1. Ouais. En fait, l'art de rue. J'adore voir des initiatives, des trucs artistiques dans les rues de Montréal. Il y a toutes sortes de styles. Puis ça fait énormément sourire. Puis des fois, c'est des choses aussi simples comme le cœur, qui est écrit « Love, why not ». Le cœur en carton accroché avec de la corde sur un arbre. C'est un peu plus éphémère que certains autres types de valeurs urbaines. Les graffitis ou les statues ou des choses comme ça. Mais ça fait sourire. Puis ça, j'aime ça. Puis pour quelqu'un, mettons, vous aimeriez marcher, mais un peu comme moi, initialement, vous ne voyez pas le but. Si vous aimez l'art de rue ou s'il y a un style d'art que vous aimez, vous pouvez partir à la chasse ou à la découverte de plein de... Il y en a des milliers à Montréal. Des choses absurdes. Je pense qu'on en a trouvé beaucoup aussi de l'art urbain dans les ruelles, en fait. Les ruelles, nous, on est dans le coin de Villeray. Puis les ruelles, on voit que les gens se les approprient beaucoup en ce moment, les ruelles vertes. Puis il y a beaucoup d'art, en fait. Puis des fois, c'est fait par des enfants. Des fois, c'est des murales. Des fois, c'est... Puis pour le vrai, c'est vraiment cool de voir ces choses-là. Des fois, c'est ça qui est cute. Quand on pense à art urbain, moi, je pensais beaucoup plus à des murales sur des murs de briques, mais il y a aussi des gens qui accrochent des cadres sur leur clôture. Un cadre de loup sur un poteau de téléphone, puis ça fait sourire, puis c'est cool. Puis ça donne la vie, ça donne naissance, en fait, à l'endroit. Puis c'est fou, les ruelles vertes, je pense qu'on a une mini photo plus loin, mais tu sais, un truc distinctif. On remarque souvent, on spot les ruelles quand les guirlandes, les guirlandes, les petits fanions, les guirlandes de lumière, c'est une mini touche qui crée tellement, qui donne de l'âme à un lieu, puis c'est le fun de voir les différents aménagements des ruelles vertes des gens. Je vais juste retourner parce que là, je me suis souvenu que tu as rajouté des trucs tantôt, puis je pense pas que j'ai rafraîchi la page après. On apprend. Je vais juste l'avoir à jour. À chaque semaine. Yes! Mais il y a aussi qu'on était limite pour les notes. Aujourd'hui, on est parti au podcast à 10h15, le live. Fait que là, je vais retourner de même. OK. Deuxième idée. Une autre chose qu'on a découverte, c'est les boîtes à livres. Donc, il y a Croque-Livre. C'est les principaux, je pense. En tout cas, à Montréal. Je pense que c'est eux qui en ont le plus. Puis, initialement, je pense que c'était pour des livres jeunesse. Des livres pour enfants, pour encourager la lecture.
Puis finalement, souvent, c'est comme un mix de toutes sortes de livres parce que c'est pas indiqué que tu peux juste mettre des livres pour enfants. Puis je pense que c'est pas tant important parce que les gens partagent. Ben, ça nous est arrivé aussi de trouver des dictionnaires dans ces boîtes-là, qui est peut-être pas la lecture la plus passionnante. Je vais juste aller chercher une des lectures. Ah, ici. Tu parles-tu de ça? Oui! OK, tu l'avais déjà préparé? Allez, tu m'accroches. OK. Il y a des gens, c'est ça, qui mettent des encyclopédies ou... C'est un exemple, en fait. Des cahiers à colorier. Parce que... Attends, je vais retourner là pour le montrer en plus gros. C'est l'encyclopédie Cousteau. Puis dans le fond, il y avait plein de volumes. Il y a plein de thèmes, en fait. Mais celui-là, on l'a emprunté parce que c'est écrit lors du mouvement. Puis c'est vraiment intéressant, ça parle des mouvements des animaux aquatiques, en fait. Puis la forme, puis les mouvements qu'ils font, puis qu'est-ce que ça leur permet de faire, puis l'impact que ça a sur leur style de vie. Fait que c'est super. Tu sais, quand on pense au mouvement, on pense pas nécessairement au mouvement aquatique. Mais tu sais, il fait des beaux liens aussi avec la forme des choses, puis comment on peut amener ça dans la technologie pour rendre des bateaux plus aérodynamiques ou des trucs comme ça. Fait que vraiment intéressant. Puis, tu sais, genre, je pense pas que dans une bibliothèque, je serais allé trouver ce livre-là, ou tu sais, comme par moi-même, je pense pas que je l'aurais trouvé, mais c'est une découverte qu'il y avait dans un croque-livre qui est juste à côté de la porte. C'est vraiment ça qui est le fun avec les croque-livres. C'est comme les expériences en friperie, là. C'est une espèce de chasse au trésor. Puis c'est vieux, là. On n'a pas trop checké c'était quand la date. Mais, tu sais, on voit qu'il y a de l'âge ce livre-là. Fait qu'il n'est pas dans les comment dire, pas les librairies, mais ouais, les librairies. Comme je sais pas s'il est accessible encore en ce moment, mais c'est vrai que j'aurais jamais eu l'idée de chercher ce livre-là, mettons, dans Amazon. Puis dire, je vais regarder un livre qui s'appelle L'art du mouvement. Sûrement que Jacques Cousteau, il a fait un répertoire. Sur comment les truites bougent. Oui, c'est ça. Pas vraiment. Puis, ben, ça amène des discussions. Il y a toutes sortes de choses, des romans, des BD. Des fois, les gens mettent des cadeaux. Nous, on a trouvé des cassettes. On a mis des cassettes. Ben, faut pas trop que ça dégénère. Parce que ça reste des boîtes à livres, mais des fois, on a des petites surprises. Des petites surprises. Puis, tu sais, oui, on prend des livres, mais on en donne aussi. Quand il y a des livres qu'on lit plus ou que on a fait le tour. Si on veut. On les dépose là, puis c'est tout le temps magique le lendemain si on repasse puis ils sont plus là. Ça veut dire que l'histoire de ces livres-là continue dans un autre foyer, ultimement, puis il y a quelqu'un qui est peut-être en train de le feuilleter comme nous, on feuillette l'encyclopédie Cousteau. Je pense que c'est comme, le concept, c'est un peu comme Wikipédia. Initialement, j'étais un peu sceptique. Je me disais, pourquoi les gens donneraient ça gratuitement? Pourquoi les gens prendraient de leur temps pour faire ça? Même chose que Wikipédia s'est fait dire au début, comme pourquoi les gens prendraient de leur temps gratuitement pour alimenter quelque chose. Puis je pense que ça revient à quand tu y retiens de la valeur personnellement, que ça te touche ou que ça te passionne, puis quand tu vois aussi l'effet que ça a sur les autres, quand tu souris parce que tu trouves un bon livre, ça donne vraiment envie de donner au suivant. Puis je pense que c'est ça, fait qu'il y a Croque-Livre qui a émergé. Il devait y avoir des boîtes à livres avant aussi, mais il y en a de toutes sortes. Là. C'est ça les photos qu'on a prises, en fait. Il y en a une qui est au coin d'une rue achalandée, il y en a une c'est justement un peu dans une ruelle verte, il faut un peu le savoir. Une autre que les gens s'amusent aussi, là, comme il y en a une qu'on montre, c'est comme une petite étable. Ouais, on peut expliquer. Que Vince regarde. Je me suis... Oui, OK. Yeah. Fait qu'il y a une petite étable. Puis même en hiver, moi, je pensais que les boîtes n'allaient pas nécessairement être accessibles en hiver. Mais je pense que la dernière photo, c'est moi avec notre tuque, là, justement, qu'on prend des arrêts. Puis, fait que ça, c'est le fun. Puis ce que ça nous fait réaliser aussi, c'est qu'on peut mettre des livres, mais on peut aussi construire une boîte à livres. Oui, absolument. Il y a des gens qui le font. Vous aimez le concept, vous pouvez en mettre un sur votre terrain. Comme là, je pense que la petite grange qu'on montrait, c'est clairement pas un croque-livre, comme c'est pas taillé. Mais ça, c'est un truc de quartier. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui en ont sur leur terrain à eux. Oui, carrément. Bref, merci à tous les gens qui contribuent. Donc, ça, c'était le numéro 2. Ouais. J'ai pas mis de décompte, mais... C'est pas grave. La nature dans les cracks. C'est drôlement dit. Ben, c'est qu'en anglais, je pense qu'il y a une expression pour ça, ça s'appelle « in between nature », parce qu'on a souvent cette vision-là que la nature, c'est un grand espace pas touché par l'humain, avec plein d'animaux sauvages. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que quand je vois maintenant là, les plantes dans la craque, entre le ciment du trottoir puis l'asphalte d'un rebord de building, quand ça pousse, là, puis là, c'est quand même petit, mais quand ça devient grand, là, des fois, il y a des arbres qui poussent dans des endroits minuscules. Moi, ça me donne tellement espoir que la nature est forte puis elle va toujours trouver une façon.
Puis, je trouve ça magnifique, en fait, de voir ces petits moments de nature-là, en fait, qui sont souvent laissés de côté. Moi, ça rappelle une quote que, bon, là, elle est en anglais, mais que j'apprécie, que j'aime beaucoup. C'est flourish where you're planted. Fait que, tu sais, de fleurir là où t'es planté, au lieu de, comment dire, de rêver d'un autre endroit. Ouais, de rêver d'avoir été planté ailleurs, mais comme, non, on fait juste fleurir où t'es planté, puis les choses vont bien se passer. Fait c'est un peu, la nature est comme ça, en fait. Fait que ça vient s'aligner avec tout le reste de la nature. Ça. Comme, je pense que quand il y a des photos, des fois, ce que j'écris, c'est un peu comme, il y a une expression, love wins. Love always wins. Puis moi, j'écris comme nature wins. C'est comme comme on reconnaît qu'en ce moment, l'environnement, ça nous touche profondément parce qu'on sait que ça va pas toujours bien partout. Mais j'ai confiance qu'éventuellement, même après l'existence de l'homme, peut-être, la vie va être encore là et elle va trouver une façon. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que la deuxième photo qu'on voit à l'écran, en fait, c'est comme des trucs qui poussent dans les gouttières. Fait que peut-être que cette personne-là devrait nettoyer les gouttières. Mais en tout cas. Parce que la nature va prendre possession de ça. Exactement. Tu sais, un bon milieu humide où il y a plein de déchets organiques qui s'accumulent, c'est quand même intéressant. Puis, la dernière photo, en fait, c'est que justement, quand on marche, on remarque des choses qu'on n'aurait pas pensé, comme un cerisier dans la petite Italie qu'on avait. Ça fait comme 8 ans, j'habite dans le quartier. J'avais jamais remarqué ça. Justement, avant l'été, je pense que c'est l'été de notre mononucléose. On marchait plus, puis qu'on a remarqué. Des cerises. Des frises. Puis, ils étaient délicieuses. C'était juste un arbre. Un buisson. Genre qui décorait leur bord d'un building. Puis là, je me suis dit... C'est ça, c'était un building. C'était pas dans la... Dans la cour de quelqu'un. Dans la cour de quelqu'un. Mais puis ça fait réaliser comme pourquoi on n'a pas plus d'arbres fruitiers en ville. Bien, sûrement que ça fait des cochonneries, là, parce qu'on s'entend que les fruits qui s'accumulent au pied de l'arbre, ça fait des taches. Je sais pas si c'est une question esthétique ou parce que ça attire les animaux, mais ça serait vraiment cool qu'il y en ait plus en ville parce que ça crée une expérience différente. Au lieu de penser juste à l'esthétique de l'arbre, mais c'est aussi cette relation-là qu'on peut avoir avec la nature qui est Sinon, prochaine idée. Marcher pieds nus. Marcher pieds nus. On en a parlé, en fait, dans un autre live récent. On en a parlé des souliers. Tu sais, on marche pas tout le temps du pied parce que on l'a testé en ville, des fois, juste marcher de chez nous jusqu'au parc le plus proche. Moi, ça me tanne, tu sais, quand il faut que tu évites des bottes de cigarettes, des gommes collées à terre. En ville, c'est parce que c'est plus plaisant. Il y a des trottoirs qui sont plus propres que d'autres que je le ferais. Mais, tu sais, on porte encore des souliers pour ça, là. On n'est pas rendu au point, comme certaines personnes, de tout le temps avec nu pied. Puis je pense pas que c'est notre objectif non plus, d'être tout le temps nu pied. Comme c'est ça, il y a les souliers minimalistes qui ont été inventés, qu'on trouve intéressants comme alternative. Qui ajoute une protection, justement, dans le contexte de la ville ou urbain, si on veut. Ce qui est intéressant quand même, c'est de trouver des espaces. Ah, mais c'est vrai, tu avais une bonne photo aussi. Une année que tu avais fait dans juste un parc, tu avais genre 6 types de sols différents. Marcher nu-pied juste pour sentir le sol sous ses pieds. Encore une fois, les expériences sensorielles, c'est super important pour notre bien-être. Puis, ça peut être dans le gazon parc. Là, je pense que l'asphalte qu'on voit à l'écran, c'était pas à Montréal, c'était justement en banlieue quand je promenais un chien. C'est d'aller chercher maintenant, on va chercher des textures de tapis intéressantes, puis ça nous fait réaliser qu'un plancher tout le temps droit et plat, c'est artificiel. C'est comme on n'est pas fait pour marcher toujours là-dessus, puis ça fait du bien de reconnecter avec le sol. Oui. Puis je pense que ça rend nos pieds un petit peu plus... C'est comme, ça les rend fragiles. Vous avez les textures. C'est comme... De toujours emballer être sur nos pieds. Oui, les pieds sont tout le temps emballés ou tout le temps sur une surface impeccable et lisse. Ça me fait juste penser... Il y a un été où on aime, en fait, quand on va au parc Jarry, souvent, on enlève nos souliers. Puis il y a un chemin de comme garnotte, mais de la petite garnotte vraiment fine. Puis je me souviens que puisqu'on marche du pied plus souvent, ça ne faisait pas trop mal, mais à ce moment-là, on était avec Julien. Notre ami Julien, qui est à Lyon en ce moment, mais qui était avec nous à ce moment-là. Puis qui n'était pas habitué de marcher du pied. Puis c'est comme oui. Aïe, oui. Il n'y avait pas tant ça. Puis nous, on marchait comme normalement avec. Fait que, ça nous permet de vivre plus de choses, en fait. Là,
Mais je pense d'avoir des pieds plus résilients. Ouais. Puis c'est comme quand on est enfant, comme nous, c'était classique. Justement, on habitait en face de chez nos grands-parents. Fait que l'été, là, on était tout le temps les pieds, puis on traversait entre les deux maisons en courant. Tu sais, puis au début, c'est ça fait mal l'asphalte chaude. Puis à la fin, t'aimes ça. T'es comme, je suis pieds. C'est comme une aventure. Ouais. Puis ça devient cool. Là. Puis en tout cas, comme adulte, enlever nos souliers nous permettre d'être nu-pieds dans différents endroits. On marche différemment aussi. Quand on est nu-pieds. Quand on est nu-pieds, c'est peut-être une marche qui est un petit peu plus, naturelle, dans le sens où, au lieu de frapper le sol avec le talon, ben on fait pas ça quand on marche nu-pieds, ça fait mal. On le remarque tout de suite, en fait. Oui, on change tout de suite. On marche plus sur le bout des pieds, puis c'est normal, c'est humain. Fait que voilà, je pense que la prochaine étape pour nous, c'est la première photo là, à l'écran, c'est justement une fois où je faisais une randonnée, puis je me suis dit, je vais essayer de faire la randonnée nu-pieds, puis j'avais vraiment aimé ça. Fait que je pense que ça serait la prochaine étape, là, d'aller carrément en forêt, puis de le faire. Puis on s'entend à avoir les pieds dans le gazon, c'est quand même cool aussi. C'est vraiment agréable. C'est de l'asphalte mouillé. Oui, c'est de l'asphalte mouillé, ce qui était le fun aussi. Là. Ouais. Mais, puis notre tapis de balcon d'entrée, qui est très texturé. Oui. Avant, je trouvais ça inutile, les tapis, mais justement, à partir du moment où tu vois la différence, puis ça devient le fun d'avoir des textures différentes. On veut en racheter dans notre appartement. Explorer nu-pieds dans les parcs, où ça peut être vraiment cool aussi. Oui. Je sais, mettons, sur Pinterest, il y a toutes sortes d'exemples de cours ou de garderies pour enfants qui font justement des parcours texturés pour les enfants. Ils vont faire comme un sentier. Puis un bout, ça va être de la roche, des galets, du sable, des branches. C'est comme délibéré pour que ça devienne un peu une expérience. Puis je me suis dit, comme adulte, tout ça, on peut. Ben oui, pourquoi pas. Puis là, je regardais la photo qui s'en est. On n'est pas cute. Non. On n'est pas cute. On est meilleur. Mais, mais c'est nous sous la pluie, en fait. Parce que c'était un matin justement qui mouillait, puis on se demandait si on allait sortir ou pas. On allait sortir ou pas. On est sorti quand même. On a été mouillés. Puis on a survécu. On a survécu. Wow! Tu sais, on n'est pas fait en chocolat, là. Ben, c'est officiel. Ouais. Ben, c'est ça. On n'est pas fait en chocolat. Ça, c'est une expression. Parce que là, j'ai beau, la maman avec qui j'avais parti Renard initialement, elle se disait, il n'y a pas de mauvaise température. Il y a juste du mauvais équipement. Ouais. C'est un mantra qu'elle se répétait souvent. Puis elle a tellement cette attitude-là souvent qu'une fois, il pleuvait puis ça ne tentait pas d'aller dehors. Puis c'est son petit gars, je pense qu'elle avait peut-être, mettons, 6 ans à l'époque, qui a dit « Maman, on n'est pas fait en chocolat. » Puis à chaque fois qu'il pleut, puis je me dis « Non, je ne vais pas aller dehors, il pleut, c'est pas confortable, mes jeans vont être mouillés. Je me dis « Je suis pas faite en chocolat. » Puis comme là, justement, ton cadeau de fête, toi, ça va être un manteau de pluie puis des bottes de pluie. Parce que là, souvent, c'est que tu scrapes tes running shoes, mais comme, c'est de se dire, il y a quelque chose de le fun d'être dehors sous la pluie. Oui. Puis quand il fait froid en hiver. Mais c'est pas le fun si on n'est pas habitué. Dans le sens où c'est agressant si notre corps n'est pas habitué de recevoir des gouttes de pluie. Ou qu'on n'est pas bien habillé. Vraiment pas bien habillé. Puis je pense que la marche, ça nous a fait réaliser, ça nous a rendu vraiment plus attentifs à tous les changements de température puis de météo. Parce qu'on pense à 4 choses, genre, les 4 saisons. Comme il y a la fraîcheur de l'automne puis le printemps, souvent même c'est similaire, notre linge est similaire. Et en été c'est chaud puis en hiver il y a de la neige, mais comme il y a tellement plus de nuances de température. Puis marcher tous les jours, c'est ces petites choses-là, une à la fois qu'on va plus remarquer. Moi, je remarque plus le soleil aussi, dans le sens où il se déplace pendant l'année, le soleil, puis pendant les saisons. Puis là, je le remarque plus maintenant aussi. Fait qu'on dirait qu'on est plus synché avec la nature en général. De voir, là, c'est comme les bourgeons de tel arbre commencent à sortir. Puis le soleil se lève entre ces deux buildings-là maintenant. Fait que ça fait tel éclairage sur les autres buildings. Tu sais, comme on le remarque, il y a des églises dans notre coin, puis on passe souvent devant les églises. Puis c'est impressionnant de voir, on dirait qu'à un certain moment de l'année, le soleil est juste, quand il se lève, il est directement sur l'église, puis c'est magnifique, là. Mais tu sais, si on marchait pas chaque matin, on remarquerait pas ça. Puis juste pendant une certaine période de l'année, puis c'est tout, tu sais. Puis de voir jour après jour comment les jardins puis les fleurs des gens poussent
Puis c'est comme, ça va fleurir bientôt. Ou les odeurs, comme là, il y a la vague de lilas partout dans le quartier. Plus au printemps. Puis des fois, là, on l'a même pas encore vu, le lilas, puis on est comme, il y a du lilas. Il y a un lilas. Il y a un lilas proche, puis c'est vrai. Ça, c'est fun. Fait que, ouais, connecter avec la nature, c'est définitivement bénéfique. Yes. Oui, des photos thématiques. Tu sais, on parlait, tantôt, je vous montrais l'art de rue, c'est une chose à photographier. Ouais. Mais une fois, et je vous promets, je n'étais pas high la fois que j'ai fait ça, mais je marchais justement dans le quartier puis j'avais jamais remarqué les arbres du quartier et spécifiquement leur écorce. Puis j'étais fascinée. Il y avait une série d'arbres sur la rue assez vieux, là. Ouais. Puis quand on fait des close-up, des photos plus rapprochées, des fois, comme il y a une des photos, ça me fascine, je pense que c'est la deuxième, on dirait quelque chose sous la mer. Genre, on dirait de la petite mousse de mer. On dirait que c'est en dessous de l'eau. Genre, puis c'est juste... C'est ce niveau-là de sensibilité, je pense, qu'on peut développer juste quand on observe. Puis, les textures. Ça revient un peu à remarquer la nature, puis commencer à ralentir, puis remarquer la beauté, en fait, de l'univers. Ça devient intense un peu, mais... Tu sais, puis ça peut être de photographier les nuages. C'est quand la dernière fois qu'on s'est étendu au sol pour regarder en haut puis les nuages. Puis... Je pense que j'avais 8 ans. Comme, c'est plus une habitude, mais avant, le ciel faisait partie de nos vies beaucoup plus que maintenant. Ben oui. Fait que si vous aimez les nuages, si vous aimez comme Vince, lui, remarque beaucoup la lumière à cause de sa... Tu sais, quand t'es photographe, je pense que ça devient un réflexe. Ben ouais, tu finis par voir tout en fonction de la lumière, en fait, là, l'éclairage. Ouais. Puis comment ça sortirait sur une photo. Là. Fait qu'avoir fait la photo pendant... Ben, j'en fais encore une fois de temps en temps, mais pendant plusieurs années, ben ça m'a permis de voir la nature, encore une fois, de façon différente. Là. Puis d'apprécier aussi la demi-heure dans la journée où l'éclairage est fou sur un building. Ouais. Juste quand on marche, des fois, en fin de journée, tu sais, le soleil se couche là. Puis l'autre fois, on marchait, parce qu'on marche en matinée, mais on marche aussi des fois en soirée. Puis l'éclairage était rouge. Là. Puis on dirait que ça me faisait capoter là, de voir le paysage, mais certains éléments qui étaient juste éclairés par une lumière rouge. C'était vraiment différent. Finalement, on a changé le bord qu'on marchait parce qu'on s'est dit, OK, mais c'est tellement beau le soleil par là, on va marcher vers le nord. Vers le soleil. Puis c'est ça qui donne du sens à notre route, c'est d'aimer quelque chose puis de vouloir aller à la rencontre puis explorer ça. Tu sais. Voilà, fait que ça, c'est une dénicité. Mais là, une autre affaire. Moi, j'aime les trucs excentriques. Puis je pense que mon message aujourd'hui, c'est peu importe la raison, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller dehors puis de marcher. Même si c'est vraiment weird, faites-le. Une de mes amies, je sais plus comment ça a commencé, mais elle me racontait qu'elle prenait toujours en photo les mitaines orphelines. Genre, là, c'est une petite mitaine de patte-patte de chien. Ben oui. Mais, tu sais, vous en avez souvent remarqué quand vous marchez, des petites mitaines perdues. Des foulards, des tucs. Mais nous, on sait spécifiquement, je pense, les mitaines ou les souliers. Il y a quelque chose de... Puis c'est comme un petit moment de recueillement, je sais pas pourquoi, tu sais. Puis je pense qu'elle me disait qu'il y a un acteur, je pense que c'est Thomas, je suis pas sûre qu'elle me disait que ses médias sociaux, s'était fait un compte puis il faisait juste ça, tu sais. Puis c'est comme, OK, mais ce que ça fait, c'est que maintenant, quand on en voit une, au lieu de dire un déchet, c'est comme, je m'arrête, je prends une photo puis je l'envoie à mon ami. Puis je pense à mon ami, puis je dis, je pense à toi. Puis voilà. Puis je pense qu'éventuellement, elle va peut-être en faire un projet artistique, mais comme, même sans devenir un projet artistique collectif, juste de dire, telle chose me fait penser à une autre personne, je vais prendre l'habitude, quand je vois cette chose-là, de l'envoyer à la personne et de dire, je pense à toi. Ouais. C'est ça, les mitaines égarées. Fait que si vous envoyez maintenant, pensez à mon amie Vanessa. Il y a ça. Je ne m'en rappelle plus de l'ordre des choses. Fait que... OK, ben il y a les objets, des fois, comme les mitaines, tu sais, je les ramasse pas nécessairement. Je les laisse ça parce que je me dis, des fois, peut-être que la personne va revenir sur son chemin. Tout le temps touché, hein? Tout le temps touché. Mais une idée vraiment mignonne pour les gens qui aiment collectionner des choses. Ça, c'est une idée d'Élise Gravel, donc l'artiste et illustratrice québécoise qui est une des plus connues au Québec. Je pense en ce moment, elle écrit des livres pour enfants vraiment intéressants. Elle a fait ce petit post-là sur son Facebook en disant, je pense que le message c'était « La cueillette n'a pas encore commencé ». Fait que là, comme elle a montré sa collection un peu de trucs, je pense, qu'elle trouve dans les ruelles, mettons, avec ses enfants, comme ça. C'est cool. Puis elle a juste fait un petit montage. Puis je trouve ça tellement ludique. Là, puis des choses qui nous paraîtraient comme être
à eux seuls des petits déchets. Des affaires pas. On dirait une pinotte efface. Tu sais, comme quand t'es jeune, c'était comme fou la mode. Une belle pinotte, ça, trouvé ça dans la rue. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être une vraie pinotte aussi, on sait. Faudrait lui demander. Fait que c'est vraiment cute. Si jamais vous aimez. Il y a des gens qui sont des collectionneurs, puis il y a des gens qui sont des nettoyeurs. Mon frère, plus loin, j'ai des photos, mon frère qui ramasse ses déchets dans la rue, qui aussi, je pense, va donner une activité de plus en plus populaire. Une autre façon de marcher, c'est les friperies. Ouais. Je pense que des personnes... Mettons, tu sais, quand on veut... Je sais pas comment vous magasiner. Je sais pas... Toi, t'aimes pas magasiner. Moi, j'ai un chandail, puis... c'est ça. Puis si ta paire de souliers brise, tu vas juste en trouver une autre. Mais comme avant, j'étais plus... J'ai une chose en tête, puis je vais faire tous les magasins pour trouver cette chose-là. Mettons, j'ai besoin d'un bon chandail noir. Non. Puis maintenant, j'ai un peu changé la donne. Je sais à peu près les choses que j'aime dans la vie. Puis là, je vais dans les friperies, puis je me dis, je vais trouver des choses. Puis quand je trouve un morceau qui m'intéresse, je me dis, je veux-tu pas. Ouais. Puis tranquillement, je me suis fait à travers les années une collection de vêtements que j'aime, dont ce chandail-là. Et maintenant, la majorité des choses qu'on porte vient de friperies. Ben, ça. Oui. Puis ça. Ce que vous voyez dans l'écran vient de friperies. La majorité des chandails qu'on porte pendant les lives, c'est des chandails de friperies. Puis avant, c'est ça, je me rappelle, il y a une couple d'années, mes premières expériences en friperie, j'étais super dédaigneuse. Je me disais, je le faisais pour l'environnement, puis je le faisais parce que c'était tellement pas cher. C'est hallucinant, là. Je trouve des jeans American Eagle que, mettons, je porte depuis l'adolescence, neuf. Ma grandeur, classique, je sais exactement ce que je porte, puis ça te coûte 6$. 8$ dans un c'est un peu Renaissance. C'est quasiment ridicule. On se sent mal, des fois, on dirait de payer aussi peu pour des trucs qu'on le sait, là, des chandails en laine de mérino, une compagnie connue, ben, ça peut avoir 100$ dans un magasin. Puis là, c'est 4$. On retrouve des chemises. J'ai retrouvé des chemises qui étaient 150$. Des chandails qui étaient 150$. Sur Internet, c'est toujours le fun aussi de trouver. Pour les gens qui aiment les deals, là, si vous êtes fan de deals, de magasins acheter de deals, les magasins en friperie, vous pouvez aimer ça, apprendre à aimer ça, tu sais. Parce qu'on se rend à l'œil, à la longue, on commence à avoir l'œil de qu'est-ce qui est encore de la qualité. On le voit, les choses qui ont été trop usées, puis portées, puis qui sont comme, c'est plus très beau, ça se tient plus bien. Mais il y a des marques, il y a des excellentes marques, les vêtements restent beaux. Puis tu le sais que c'est un bon achat, puis ça te coûte même pas 10$. Mon manteau d'hiver en grosse scène canadienne m'a coûté 15$. Tout le monde trouve que j'ai l'air d'une grand-maman parce que c'est des manteaux. Il n'est pas grand, mais je l'adore. Oui, puis ça doit être pour ça que tu as mis l'exemple là, mais c'est de marcher vers la friperie, mais de marcher aussi dans la friperie. Exactement. Puis cette image-là en particulier, c'est une friperie qu'on a découvert la première à gauche. En marchant dans un quartier. Qu'on connaissait pas, on savait pas qu'elle existait. On est passé devant, on a fait « on rentre dedans », puis on va aller voir c'est quoi. Puis c'était une friperie qui avait été faite dans une ancienne... Église? C'est comme une salle de messe. Ça a l'air d'être une chapelle dans un bâtiment patrimonial, je pense. Oui. Puis c'était vraiment impressionnant. On rentre, puis c'était comme rentrer dans une église, mais comme là, on voit qu'il y a un vélo sur le mur, il y a du linge un peu partout. Puis je pense qu'il y a un organisme qui essaie d'intégrer dans le milieu du travail des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Je pense. C'est vrai, j'étais tellement excitée, j'ai pas mis toutes les références, mais on les mettra sur après. mon Instagram, je pense que j'ai écrit le nom de cette friperie-là que j'ai oublié, mais qu'on a adoré. On va le rajouter dans les notes par la suite. Vraiment cool comme endroit, puis en fait, on devrait y retourner bientôt. Ça me donne envie de y retourner. Parce qu'il y avait vraiment des trésors. Là, exact. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu dis, la friperie devient une façon de marcher parce que là, tu sais, je connaissais toutes les friperies dans tous les quartiers. Puis, vu que le profil socio-démographique des gens varie par quartier, il y a des choses qu'on va trouver dans des quartiers puis pas dans d'autres. Puis, il y a des friperies qui ont des meubles, donc ils n'ont pas de meubles. Fait que je me faisais des circuits de friperie à vélo, puis des fois, à un moment donné, j'ai trouvé un gros poids, un truc en fonte, là. C'était pas un poêle, c'était comme un plat à lasagne en grosse fonte. Fait que j'avais mon sac à dos puis je traînais mon plat en fonte. Ben, c'est ça qui est drôle avec les friperies aussi, c'est que tu peux pas en dire « Ah, faut que je me trouve une camisole comme ça. » Puis là, je vais aller dans les friperies la trouver. C'est plus comme... Je vais me faire une journée de magasinage dans des friperies, puis ça se peut que tu reviennes avec une poêle en fonte. Ça se peut que tu reviennes avec un chandail. Ça se peut que tu reviennes avec whatever. C'est tout le temps une surprise un petit peu, mais c'est
c'est cool. Ouais, c'est le fun. Puis justement, ben c'est ça. Un des trucs qu'on adore magasiner, c'est les livres aussi, là, parce qu'ils sont tellement pas chers. Vince, donc classique Vince, qui regarde la section bibliothèque. Pendant des fois des demi-heures, parce qu'il y a tellement de livres, puis ils sont pas tant classés. Ouais, puis ça devient le fun, là. Ah ouais, c'est comme, il y a peut-être un trésor là-dedans. Puis il y a des livres, il y a plein de livres qu'on a achetés qui viennent de friperies. Puis, Puis il y a des, comme ma soeur adore les livres, fait qu'elle adore aussi cette section-là. Mais elle a magasiner les choses comme tout est parpillé, pas pareil. Tu sais, c'est le genre de personne qui n'aime pas Winners parce que c'est comme, faut que tu fouilles, puis elle n'aime pas fouiller, elle aime pas. Pour ce genre d'système-là. Je pense qu'on a toutes nos préférences. Ouais. Il y a des moments où moi, je tripe la section cuisine, puis là, je cherche un peu à un moment donné, je m'en fous, je cherche plus des robes, en tout cas. Puis ça, c'est un item, c'est ça, je pense qu'on devient accro au friperie quand on trouve un item vraiment nice, super bel état, on sait que ça vaut cher, puis on le trouve full pas cher, puis c'est exactement la même chose qu'on voit en tablette. Ça flippe à ce moment-là dans notre tête. Il y a quelque chose qui flippe, puis tu te dis, OK, ça vient de là. Donc, ce gros bottom-là, mes parents sont fans de bottom depuis des années. Puis mon père aime cette marque-là pour la qualité du produit. Puis à la maison, quand on fait des brunchs en famille, mes parents, c'est classique, ils vont faire un bonhomme. Mais là, le bonhomme moyen... La famille est grande. Fait que là, il n'y a plus assez de café. Fait que là, ma mère, il faut qu'on en fasse. Fait que là, j'ai bonhomme familial. Mes parents... Puis là, je texte mes parents d'entreprise, là, voulez-vous? Bien sûr. Puis là, maintenant, comme... C'est ça, c'est des petits moments qui font penser à quelqu'un qu'on aime. Puis que maintenant, quand je le vois à la maison, ben, je me rappelle qu'il n'a pas coûté cher. Puis je suis comme... C'est vraiment... Puis des fois, il y a des choses qui sont difficiles à trouver ailleurs aussi. Là, comme il y a un de mes amis, Danny Bouchard, qui avait une voiture à un certain moment qui prenait juste des cassettes. C'était une vieille voiture. Puis ça adonne que dans les friperies, ben, des fois, il y a des murs de cassettes. Là, parce que les gens... Pour 50 cents, tu peux acheter. Enfin, j'avais acheté une coupe de cassettes classiques, là, du Pink Floyd ou des trucs comme ça. Puis ça avait fait tellement plaisir d'y donner. C'est un peu... C'est comme des fois, on voit des objets qui nous font penser à des gens qu'on apprécie. Puis c'est tellement des cadeaux uniques, là, parce que c'est comme, hey, cette chose-là, tu peux pas vraiment trouver ça ailleurs en ce moment. Tu peux pas acheter ça neuf, tu sais. Ouais, en tout cas. Ouais, fait que marcher pour se rendre à la friperie, marcher, être debout dans la friperie. Ouais. Un autre truc que j'ai fait un été, dans mon envie de toujours repousser la limite d'être plus éco-responsable, c'est une de mes amies de Jeannance, de Balmol, en fait, qui me fait découvrir ça. En fait, c'est du dumpster diving. Ça, c'est le next level de friperie. Là, au début, j'étais dédaigneuse des friperies, puis j'en suis venue à faire ça. Le dumpster diving, si vous ne connaissez pas, je pense qu'en passant, on peut dire, mettons, que c'est des déchetariens. En tout cas, je m'excuse, je ne connais pas l'expression française, mais... La plongerie de vidange. Plongée des vidanges. Plongée des vidanges. Il y a une quantité phénoménale de nourriture encore bonne qui se fait jeter aux poubelles parce que les aliments ont une poque, ont une craque, et ils ont plus l'air aussi appétissants, mais sont encore pleinement consommables. Puis, ce qui m'est arrivé, c'est que c'est comme la première fois que je suis allée dans une friperie, j'avais trouvé une sacoche super nice pour 9$. Puis j'ai fait en cuir, puis j'ai trouvé comme je capotais. Ben, ma première expérience de dumpster diving était exceptionnelle. Fait que ça m'a fait, OK, c'est cool. Peut-être que si ça avait mal été, j'aurais été dégoûtée. Puis il y a eu d'autres fois après que c'était moins... C'est moins fructueux. Ouais. Mais quand j'imaginais du dumpster diving, peut-être c'est l'image que vous aviez, j'avais l'impression que j'allais devoir, comme dans les films, là, sauter dans une bine, ouvrir des sacs, puis qu'il y a des sacs, j'allais trouver des verres. Comme, tu sais, je pensais que ça allait être terrible. Dégueulasse. Mais là, genre, j'avais spoté des épiceries nettes, comme des épiceries bio dans le quartier, des petits trucs, puis, tu sais, c'est gênant un peu au début, comme d'être dans les ruelles, puis de dire les gens vont me voir fouiller dans les poubelles. Finalement, j'étais comme, tu sais, mettons, tu portes une casquette, au début, t'es gêné, fait que Puis, pour vrai, là, c'était comme une bine en métal qui était comme, il y en a des plus grosses que d'autres, là. Comme, c'est à la hauteur de mes bras, j'ai ouvert, puis il y avait ça déposé à la hauteur de mes mains. Genre, il n'y avait pas, mettons, des sacs par-dessus, puis c'était juste, genre, un plateau d'argent, là, avec de la bouffe. C'est ça? C'est cette photo-là? Ça, c'était ma première cueillette. Wow. Il y en a du stock là-dedans, là. Ouais, exactement. J'ai congé des bananes, j'ai fait des smoothies pendant je sais pas combien de temps. Une autre fois, j'avais
trouver des caisses de piment orange. Puis là, fait que tu fais de la soupe au piment, puis c'est comme... Puis finalement, de fil en aiguille, j'étais... par un concours de circonstances, le chef Guillaume Quentin, qui a l'accompagné avec son partenaire, la transformerie, ils font justement cette idée-là de récupérer des aliments qui allaient être jetés puis d'en faire des confitures, des produits alimentaires comme super délicieux. Quand il commençait ces démarches, on avait fait... j'ai eu la chance, on avait fait un repas collectif, en fait. On était comme toute une gang de personnes. On était allés dans plein de poubelles du quartier, puis on a rapatrié la bouffe qu'on trouvait. Puis Guillaume nous a fait un souper 3 étoiles avec juste ce qu'on a trouvé. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il a fallu arrêter de ramasser des choses parce qu'on était, mettons, en contact en cellulaire parce qu'on avait trop de bouffe. Il fallait arrêter parce qu'on avait trop de bouffe. Il a fait un repas pour... On était plus que 10, je pense qu'on était 13 personnes. Il a resté de la bouffe. Puis lui, son but, c'était de démontrer que cette bouffe-là est encore bonne. Tu peux faire des super bonnes choses. D'enlever ce filtre-là de juste dédain, de dire « je ne mangerai jamais quelque chose qui était dans les poubelles ». Réellement, là, puis il y a des stratégies, il y a des groupes de dumpster diving, mettons, à Montréal, où il y a c'est marqué sur des cartes, c'est où les bons spots. Des fois, là, c'est vraiment ça. Je passais en vélo, puis je voyais quelqu'un qui avait suivi... Je voyais de loin la personne qui refaisait le circuit avant moi. Fait que je me disais, elle va ramasser les bonnes choses, je vais aller ailleurs. Où il y a une espèce d'éthique de dire, tu prends pas tout, qu'est-ce que tu trouves. Tu laisses ça propre, tu fais pas de grabuge pour pas comme... je sais que maintenant, il me semble, le marché Jean Talon, ils ont plus un programme de... Justement, les excédents... Ils s'occupent de redistribuer. Je pense, je sais pas à quel point ce programme-là est efficace, mais tant mieux si les commerçants s'en vont vers ça. Des fois, ils n'ont pas les ressources pour amener ce circuit-là. Parce qu'il y en a qui se battent contre ça aussi, d'essayer d'empêcher les gens d'aller dans les poubelles une fois que les aliments sont là. Mais tu as des plus petites épiceries, je pense, qui twistent ça puis qui essayent de rendre ça plus accessible. Tu sais, je sais qu'il y a une épicerie sur, je pense, c'est... Saint-Zotique ou Beaubien. C'est vrai qu'il y avait une... Que sur le côté, il y a comme des tablettes, puis ça arrive souvent qu'on passe, puis il y a des bananes, ou il y a des trucs. Là. C'était évident que c'était comme pour te donner. C'était comme prenez-les, on les vendra pas, tu sais. Des trucs poqués, là. Puis ça nous est déjà arrivé de prendre un paquet de bananes, là. Puis... Je pense même qu'il y a quelqu'un qui me racontait que l'histoire Mané était en train de fouiller dans les poubelles. Puis il y a quelqu'un qui est sorti, puis il a dit attends, j'ai d'autres choses pour toi. Genre. Puis, c'est ça, ça devient. Je sais pas c'est quoi l'état des choses, ça fait longtemps. J'en ai pas fait. Finalement, on a trouvé des petits producteurs qu'on aime puis on leur achète directement. Mais ouais, c'était une expérience en soi que je referais, là, comme, tu sais, il y a des gens aussi qui le font pour l'aspect financier, là, parce que ça fait diminuer l'épicerie. Ben, un autre truc qui est vraiment qui va monter en popularité, je pense qu'en anglais, ils disent du plugging, c'est comme du jogging que tu ramasses. Ah, je connaissais pas le terme. En tout cas, je suis pas sûre, mais... Bref, ramasser des déchets en marchant. Ouais. Ton frère, c'est pas pour prendre le mérite, c'est pas moi qui fais ça en ce moment, c'est mon frère qui m'inspire. Il fait beaucoup, beaucoup de vélo dans la région de Gatineau. Puis il y a un spot particulier proche d'un Tim Hortons, je sais pas pourquoi, qu'il y a comme plein de fois avec ma belle-sœur ramassé des sacs de poubelle. On le voit, là. Ça, c'est quelques photos qu'il a mis. Fait qu'on voit Dominique et lui en bas qui ramassent des choses. Puis ce qui est cool, c'est que... Puis mon frère, c'est ça qui est particulier, là, c'est qu'on va prendre une marche avec lui en famille, à Laval, en banlieue ou en ville à Montréal. S'il voit des bouteilles, des trucs, il va les ramasser, il va les mettre dans un poche de son sac à dos. Il n'y a plus ce dédain-là, puis lui, il pense à l'environnement. Moi, je suis encore un peu comme... En ville, comme je sais pas pourquoi, là, comme... il y a tellement de déchets des gens, des fois, que genre, je pense plus le faire. Toi, tu le fais, des fois, tu t'arrêtes, tu ramasses les choses, tu les mets dans les poubelles. Puis, mais de faire carrément des activités, de OK, on prend une section. Tu sais, je sais qu'il y a des corvées de nettoyage dans des parcs, dans des champs. De se dire, OK, cet endroit-là, je l'aime, je vais faire ma part. Au lieu de se dire, la ville va s'en charger ou comme, de juste le faire. Puis mon frère m'a dit qu'à un moment donné, justement, il était à leur spot habituel, puis ils ont vu au loin une famille. Puis je pense qu'il a interagi avec eux. Puis si je me rappelle bien de l'histoire, c'est un des enfants qui avait vu mon frère puis sa blonde, puis qui avait demandé à leurs parents qu'ils fassent pareil. Genre, quelque chose de... Il y a comme un effet boule de neige. Ouais, c'est inspirant. Ouais. Puis il y a une autre photo que j'ai pas mise, parce que mon frère n'a pas nécessairement l'approbation de la personne. C'est comme un inconnu qui est venu juste les aider pendant
Un petit moment, genre. Comme ça, il les a vus, puis il est allé donner un coup de main, puis il est reparti, puis ils ont une photo comme ensemble. Puis, en tout cas, c'est cool. Fait que ça, c'est une chose qui peut donner du sens à votre vie, puis vous amener à marcher. Yes. Puis le bonus, j'ai oublié de le mettre, mais mon frère, en fait, c'est qu'il a trouvé 20$ à un moment donné. Ouais. Il a trouvé 20$ à terre. Puis, justement, quand on marche énormément, on trouve de l'argent. Parce qu'à un moment donné, on parcourt tellement de kilomètres. Ben oui. On trouve des scènes. Récemment, l'année passée, c'est un 5$. J'ai pas retrouvé la photo, pourquoi. Mais là, le running gag, c'est que mon père, on dit toujours qu'il gratte-scène. Puis là, le running gag, puis il accumule son argent Canadian Tire. Fait à chaque fois que je trouve l'argent Canadian Tire, je le prends en photo, puis je dis ça, c'est pour toi, puis je lui donne. C'est pas ça qui va vous rendre riche. Vous pouvez aussi vous faire un pot à scène, puis tout l'argent que vous retrouvez, vous le redonnez à des itinéraires. Ça peut être vraiment cool aussi. Transformer les poubelles en trésors. Donc là, il y a plusieurs photos. Ouais. En fait, première photo, ici. On se promenait. Je sais pas si on cherchait un meuble à ce moment-là, mais je sais qu'on se promenait dans une ruelle. Je pense que c'était dans le mois de juillet, justement quand il y a beaucoup de gens qui déménageaient. Puis on avait trouvé un meuble dans une ruelle qui était quand même loin d'ici. C'était pas à côté. Je pense que c'était une coupe de rue vers le nord. C'était comme 30 minutes de marche peut-être. Ouais. Puis le meuble était lourd. Mais on s'est dit, il est cool, on va le ramener à l'appart. Fait qu'on a pris chacun un bout, puis on a commencé à marcher. Puis rapidement, il y a un monsieur qui se promenait avec son petit-fils, je pense. Oui. Puis un chariot. Puis il nous disait, avez-vous besoin d'aide? Mettez ça sur le chariot, puis je vais vous amener jusqu'à telle rue. Puis on a trouvé ça vraiment cool. Ça a vraiment été un beau moment. On a pris une photo avec eux après. Le petit gars était très gêné. Mais... Il était super tranquille dans un chariot. Tranquille. Il était trop cute. Puis, je ne me rappelle plus pourquoi. Il y avait une raison pour son chariot. Je pense que c'était pas être à son petit-fils, mais je pense que lui aussi, quand il trouvait des items, il ramenait. En tout cas, c'est juste un beau moment. Puis là, à chaque fois qu'on voyait ce meuble-là, finalement, on l'a redonné, nous aussi. On a changé un peu de la disposition de notre appartement, mais à chaque fois qu'on passait à voir ce meuble-là, tu penses à la personne, à ce petit moment-là. Pour moi, ça a plus de valeur que d'acheter quelque chose de neuf dans un magasin maintenant. Ces petites histoires-là. Ouais. Sinon, le gros rondin qu'on a trouvé. Le matin de ma fête, je pense. D'Invidange, qui maintenant... qu'on utilise comme table pour manger, souvent sur le balcon. Oui. Au lieu de mettre les trucs directement sur le balcon, on mange sur ce gros rondin-là. Ça a quelque chose qui me fait sourire. Des pneus. On n'a pas ramassé des pneus. Ben, en fait, c'est que dans notre quartier aussi, un petit peu plus loin, il y a un organisme qui s'appelle le Lion la Souris. On a souvent parlé d'eux à Renard parce qu'on les adore. Ils font la promotion du jeu libre extérieur en milieu urbain. Ils ont des camps avec des enfants qui jouent dehors toute la journée, même en hiver, même quand il pleut, même quand il grêle, à moins qu'il fasse excessivement mauvais. Puis, dans le jeu libre, il y a une grande popularité ce qu'ils appellent des loose parts, avec des pièces libres. Puis c'est de dire les enfants peuvent s'amuser pas juste avec des jouets. Tu sais, il y a le classique, la boîte de carton. Tu sais, un enfant reçoit un cadeau, puis il va jouer avec la boîte au lieu de jouer avec le cadeau. Ben, maintenant, ça fait qu'eux, mettons, ils ont un gros container, puis ils ont toutes sortes d'items que les gens considèrent comme de la junk ou des poubelles. Ils trouvent des trucs d'infriperie, eux autres, puis ils l'amènent. Fait que, dans le quartier, quand on trouve des systèmes intéressants, ça nous est arrivé au cours de notre marche d'aller les porter là-bas, parce que les gens font ça, amènent des choses à donner. Ah ouais? Fait que j'ai pris une photo des pneus. Parce que je pense que j'ai texté à ce moment-là, je leur disais, voulez-vous des pneus? Puis finalement, comment est-ce que ça n'a pas donné? Mais quand je vois des pneus, je pense à eux parce que c'est un truc de jeu super le fun. Puis là, Vince, on avait trouvé des gros tuyaux en carton. Qui étaient vides. C'était possible de s'en servir comme trompette ou pour faire glisser des choses. Les enfants, toi, ont toujours des idées pour ces objets-là. Fait que c'est arrivé une couple de fois. Justement, on trouve des trucs le fun. Puis là, on fait un détour, on va déposer les choses. Puis on repart. Puis... La prochaine image, je la trouve vraiment drôle. Marc-Claude qui apprécie vraiment les choses qui sont bien triées. Ça nous permet d'admirer le recyclage bien trié. C'est sur Jean Talon, là. C'est magnifique. Quand même, hein? C'est-tu pas superbe? Wow! La personne qui a pris le temps de faire ça, son commerce doit être dans un état je me dis, s'il trie, c'est un recyclage de même, là. C'est parce que, en tout cas. Fait que merci à la personne qui fait ces belles choses. Pour moi, c'est juste beau à regarder. Puis,
ça montre encore une fois que peu importe la raison de ce qui vous donne envie d'être dehors, de marcher puis d'observer des choses que vous aimez, il y a une façon d'apprécier la vie extérieure. Les ruelles vertes, on en parlait plus tôt. À différents moments de la journée aussi, là, je pense que la photo représente bien ça. Mais ça, c'est en fin de journée, puis des fois, il y a des ruelles qui s'illuminent. C'est juste le fun. À la fin de la journée, c'est super cool. Puis c'est niaiseux, mais justement, quand on a commencé à marcher beaucoup, puis que, tu sais, le bruit de certaines rues, des fois, où il fait chaud, là, on prenait des détours par les ruelles, puis on dirait que c'est un autre... C'est un autre univers. C'est un autre univers. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas vraiment de vélo. Il y a des petites communautés, des fois, des voisins qui soupent ensemble dehors. Puis là, il y a des enfants qui rient, des enfants qui jouent. Puis... Un ballon à terre, des petites autos, puis... Puis le circuit à la marche est pas le même, c'est plus silencieux, il fait plus frais en général vu qu'il y a des arbres. Fait qu'encore une fois, puis je pense en fait que carrément le regroupement, je sais pas si c'est des écoquartiers, en tout cas, il me semble qu'il y a une carte des ruelles vertes et actives et bleues, ou en tout cas, je sais pas les ruelles bleues. Mais je pense que c'est pour favoriser l'eau. En tout cas, je dis peut-être absolument n'importe quoi aujourd'hui, mais il y a des ruelles vertes et actives, là, il y a un circuit pour justement comme tu peux traverser beaucoup d'espace juste en passant. C'est comme reconnu par. Ouais. OK. C'est intéressant. Je pense qu'il y a des cartes de ça ou des points le fun par quartier. En tout cas. Du guerrilla gardening. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des gens qui vont soit s'approprier un coin de terrain en façade, là, parce qu'il y a des villes que c'est illégal, en fait, de se faire un jardin en avant. Je pense pour des considérations esthétiques. Mais il y a des gens qui vont s'approprier des coins, qui vont faire des jardins en façade, ou des gens qui vont comme faire des petites boules de terre avec des semences. Puis là, comme, tu sais, cette idée-là que c'est comme c'est comme une grenade de nature. Oui, c'est ça. Tu le lances en nature, puis dans des endroits pour qu'il y ait plus de verdure. Tu sais, c'est de le rebelle, mais de faire le bien de manière rebelle, puis planter des choses. Je pense qu'il y a des groupes, mettons, qui vont le faire sur des rebords d'autoroute. Tu sais, des endroits, tu sais, que la ville s'en fout un peu, ou tu sais, qu'il y a comme... Mais que tu peux racheter de la vie, puis de la biodiversité. Puis, justement, à force de marcher dans le quartier, on a vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de citoyens qui ont fait un petit jardin dans le carré qui entourait, mettons, l'arbre devant chez eux. Puis à un moment donné, ça a comme cliqué. Qu'on pouvait le faire. Nous aussi. Nous aussi, oui. Puis toi, je me souviens que ça a cliqué comme... À 9h le soir. À 9h le soir. Je le fais. J'ai une idée. Je suis parti dehors avec des briques. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai fait un jardin en façade. Fait qu'encore une fois, ça donne une raison de sortir dehors. Puis quand on prend des marches, maintenant, t'observes, puis t'es comme, tel voisin, il entoure de telle façon. Lui, il a décidé de mettre des tomates. Lui, il met de la salade. Il utilise ça pour supporter tel genre de plante, puis ça devient... on apprend aussi. On apprend. Il y a des gens qui vont faire des petites scènes avec des nains de jardin. Plein de nains de jardin. Il y en a d'autres, je pense que c'était des trucs minuscules. Il y avait une mini table avec un mini... C'est-tu un petit ours, puis il y a une craque dans l'arbre qui devenait la grille. Comme une fausse porte, je pense, dans l'arbre, avec un petit chemin. Un peu, t'es comme là, tu regardes, puis ça développe ça. Ça fait sortir, ça fait observer. Puis là, justement, comme quand on parle de briser l'inertie, créer du momentum, ben c'est que j'ai réalisé, maintenant que moi, c'est à partir d'une plante. Tu as une plante, puis t'aimes ça, t'en as une autre. Puis à un moment donné, là, tu fais sur le balcon, puis à un moment donné, c'est que là, je suis rendue dehors. Puis là, je remarque les autres trous d'arbres sur ma rue où il y a juste de la garnotte parce que l'hiver, comme tout se ramasse là, puis la personne n'a pas nécessairement fait de jardin. Là, je me dis, je vais pas faire un jardin là, mais je veux juste comme commencer à mettre de la terre, mettre des petites fleurs, des graines de fleurs. On va voir. Fait que ça m'a... c'est ça, ça crée comme de la vie. Fait qu'on va essayer de faire ça. Puis, ça revient à, tu sais, pour terminer, à marcher en ville puis voir comment des petites initiatives citoyennes font sourire. Les ruelles vertes. Ce qu'on voit à l'écran là, c'est... Je sais pas si tu veux le présenter. Oui, c'est une boîte à souhait, en fait, qu'on a trouvée en marchant le long d'une piste cyclable. À un certain moment, cette boîte-là était comme cachée un peu dans les arbres. Puis c'était une boîte à souhait. Donc, la boîte nous invite à faire un souhait, puis le glisser dans la boîte. Puis c'est un peu magique. C'est comme expérience. Parce que c'était un peu caché dans le feuillage. Il y a pas un néon qui disait « Venez ici, faites ci, faites ça ».
Puis c'est touchant, puis ça fait sourire encore une fois. Ça fait sourire, puis là, je pense que c'est de vivre plein de petits moments comme ça que tu te dis, OK, moi, je le vis, ça me fait du bien, puis ça donne encore envie de donner au suivant. Exactement, ouais. Fait que, tu sais, le jardin, ben là, maintenant, il a l'air de ça. Ma petite pancarte est cachée, mais encore ce matin, on remontait les escaliers, puis j'ai vu un couple qui s'arrêtait puis qui regardait. Des fois, quand les choses sont juste un petit peu cachées aussi, ça l'invite à fouiner. Donc, la petite pancarte, en fait, le jardin qui était comme ça, initialement, on voit les plantes que les parents de Marc-Claude avaient donné pour contribuer. Puis, on a planté des graines, en fait, partout autour. Puis, juste aléatoirement, puis on a décidé, on va voir ce qui va pousser cette année. Maintenant, ça ressemble à ça. Puis là, il y a des fleurs qui commencent à sortir. Des petites fleurs blanches. Il y a des tomates aussi qui sont apparues de nulle part, qu'on n'a jamais plantées. Parce qu'on a du compost. C'est ça qui arrive quand on parle de la magie, là, de ces petits gestes-là. Là. J'ai commencé à faire... Dans le fond, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis des briques le long du rectangle. J'ai mis 2 planches de bois en arrière pour un peu bloquer ou juste faire cute. Là. Il n'y avait pas un brin d'herbe encore. Là. Il y a des gens qui s'arrêtaient pour dire « Oh, c'est bien cute! » Il n'y avait rien Il n'y avait rien pantoute. En une matinée, j'avais parlé à 4 voisins. Ouais. Une autre personne voisine, comme de bloc, mettons, j'ai parlé plus aux gens dans mon building. Une autre voisine m'a apporté des semences. Elle m'a donné le treillis pour faire le tour. Elle m'a donné une hausse. J'ai su que ses parents habitaient sur la rue. Maintenant, quand on passe, on se dit bonjour, on se demande comment nos plantes vont. Des petites familles à un moment donné qui marchaient, elle a vu la pancarte parce que c'était écrit du jardin, tu sais, petit mais courageux, qui est une idée de mon frère d'écrire ça. Les gens partent à rire. Ils disent « Ah, bon courage! » Puis maintenant, ça a l'air d'un tas un peu désordonné parce qu'il y a des... C'est ça, j'ai reçu du compost en cadeau de ma voisine 2 fois, des fleurs. Puis, quand on fait du compost avec les trucs alimentaires, des fois, il y a des choses qui poussent qu'on ne s'attendait pas. Comme là, on a des courges, des piments, des tomates. On n'a jamais planté ça. C'est quand même drôle. Mais... Ouais. On va voir qu'est-ce qui t'offre. Puis, c'est ça. Fait que pour moi, la marche, c'est plus que de dire, OK, ben oui, c'est bon pour la santé, c'est biomécaniquement, il faut marcher de telle façon, c'est bénéfique, blablabla. C'est que ça donne du sens à la vie, ça donne du sens à nos journées. Puis, c'est un acte qui nous fait du bien à nous, puis c'est un acte, on participe, on devient un acteur de sa propre vie, puis on contribue à notre communauté par des petites choses, genre. Ça pue, on dirait que le grandiose, c'est moins de faire des choses grandioses, c'est une petite chose à la fois qui grandit. Puis tu sais, on s'en parle des fois, mais c'est... Tu sais, là, c'est beaucoup dans un contexte urbain, là, puis tu sais, c'est pas nécessairement possible de faire toutes ces choses-là en banlieue ou en campagne. Aussi. Selon l'urbanisme, selon... Ça revient aussi à choisir l'endroit où on vit en fonction de ça aussi, tu sais, de pas juste la maison, mais voir le quartier aussi, puis la vie qu'il y a dans ce quartier-là, puis qu'est-ce qui est possible de faire, puis les commerciaux autour, toutes ces choses-là. Je pense que ça a autant de valeur que la grosseur ou les pieds carrés de la maison en tant que telle. Ouais. Je pense que ça, c'est une idée qui vient du livre Playborhood de Mike Lanza, qui est aussi, encore une fois, une référence de mon frère. Que, lui, c'est ça, c'est une maison de banlieue, puis il explique l'importance de... C'est ça, pas juste choisir la maison parce qu'elle est belle, mais de la qualité de vie dans le quartier, le nombre de familles, c'est pour que les enfants jouent ensemble. De réfléchir à l'aspect communautaire de où on habite. Puis que si la réalisation, c'est « Ah, mais il n'y a rien d'intéressant autour de moi c'est de se dire, bon, la solution, c'est pas nécessairement de déménager, mais c'est de dire comment est-ce que moi, je peux améliorer ce qui m'entoure. Puis de voir qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire avant que ça devienne une initiative de la ville financée, puis que c'est elle qui doit planter des arbres, par exemple. Okay, oui, la ville, mettons, c'est elle qui plante les arbres sur les endroits publics, mais on peut planter des fleurs, on peut... on peut. Je sais pas si c'est légal, en tout cas. Si je me fais arrêter un jour parce que je plante des fleurs, parce que tu planté une fleur. Ça va faire bien du monde. On va le faire pareil. Mais, tu sais, c'est de dire qu'est-ce que moi, je peux faire, finalement, pour améliorer la vie des entours. Puis, je pense que c'est vraiment, vraiment nourrissant, en tout cas. Yes, je suis d'accord. Je pense que ça finit là-dessus. Ça finit. Ce qui est resté à la fin, en fait, c'est, on en a parlé au début du live, mais le livre Lève-toi et marche de Denis Fortier, qui nous a beaucoup inspiré, qu'on relit une fois de temps en temps, parce qu'il est toujours aussi pertinent. Il y a une fiche sur le site, si ça vous intéresse. Puis on a rajouté aussi un des livres de Cathy Bowman, qui s'appelle Whole Body Barefoot, qui parle un petit peu plus de marcher avec des souliers minimalistes ou pieds nus, en fait.
Si vous êtes intéressé par la biomécanique du pied, en fait, ce qu'on va pas aborder. Là, mais... qu'on a survolé vraiment rapidement, mais que c'est un puits aussi de connaissances et de choses à explorer, sans fond. Donc, c'est ça. C'est ça pour aujourd'hui. Tu vas revenir à nos faces? Nos faces? Ah, ben oui. Voilà. C'est ça. C'est ça pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon samedi, comme d'habitude. On se revoit la semaine prochaine. On n'a pas encore changé de thème, même poste. On va essayer de passer ça à 10h et pas 10h15. C'est bon. OK. Bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde.